Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une Je ne constance suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Des femmes artistes, activistes, politiques. On vit un temps fort du féminisme. People are suffering. People are dying. How dare you? On l'a demandé gentiment assez longtemps, maintenant il s'agit de l'exiger. J'irai où je veux, je tracerai ma route. La poudre, pour moi maintenant, ça devient une archive extraordinaire du féminisme de cette dernière décennie, quoi. Bienvenue dans la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Barbara Butch. En fait, parfois je me dis j'ai envie de tout lâcher, et puis d'un coup je rencontre quelqu'un qui va me faire prendre conscience que ce que j'ai fait justement ça a de l'importance et qu'il faut que je continue. Je le sais parce qu'elle me l'a dit. C'était pas facile, cette semaine-là, pour Barbara. Je le sais parce que ces derniers temps, c'est facile pour personne. Autour de moi, je le vois bien, de plus en plus de monde a peur. Peur de sortir, peur d'être insulté, peur de prendre la parole, peur de manifester, peur de s'engueuler avec un proche. Alors on se tait, on s'enferme, on s'endort avec dans le cœur des non-dits qui réveillent au milieu de la nuit. Et pourtant, elle est venue, ce matin-là, dans le studio Nova, dans le 18e, alors que dehors, c'était la tempête. Elle est venue, et à la minute où elle a pris place dans le studio, on a commencé à parler sans pouvoir s'arrêter. Après, on a allumé le micro et on a parlé encore de musique, de combat, de fête. On a ri aussi. Et quand le micro s'est éteint, on a continué de parler pendant 40 minutes. On ne voulait pas quitter le studio. Il a presque fallu nous mettre à la porte, comme quand le club ferme et qu'on est les 2 dernières, celles qui ne veulent pas s'arrêter de danser. À la fin, on s'est pris dans les bras et je lui ai dit merci, vraiment, d'avoir eu la force de venir au micro de la poudre ce jour-là. Muy lesbienne. ¿Hablas español? Sí. Muy bien. Muy lesbienne. Avec Barbara Butch, on a parlé de Tour Eiffel, de réincarnation et de ciseaux. Barbara Butch, vous êtes DJ, productrice, comédienne, mannequin, ambassadrice de la communauté LGBTQIA, que vous faites danser depuis des années au cours de vos soirées au Rosa Bonheur, les mythiques Patchoul, mais aussi dans le monde entier, puisqu'on vous réclame de New York à Tel Aviv, en passant par Madrid et Montréal. Je ne pouvais pas envisager de faire cette série de La Poudre consacrée à la musique sans vous recevoir. Déjà parce que vous êtes une icône féministe, et une icône féministe sacrément intersectionnelle, on va y revenir, mais aussi parce que vous amenez la musique dans la vie des gens de la façon la plus accessible qui soit. Tout le monde n'a pas accès aux concerts, tout le monde n'a pas la bonne application, la bonne culture musicale, mais tout le monde, dans sa vie, un moment, se trémousse sur une musique qui bouge. Et vous avez un talent dingue pour faire se trémousser les gens. Vous venez de sortir un titre, Muy lesbienne, qui a ce pouvoir-là, on en parlera tout à l'heure. Mais ce que j'aime le plus chez vous, c'est que vous avez une façon démocratique et politique de le faire. Parce que vous, dans la vie, vous brisez les plafonds de verre. Vous injectez dans le milieu pas toujours très inclusif de la nuit des exigences féministes, antiracistes, antivalidistes. Vous vous battez tout le temps. Et je sais que ça peut vous fatiguer, parfois. En tout cas, moi, je vous ai découverte un soir de mars 2020, confinée et en DP. Je me suis connectée à votre appart chez moi, ces soirées que vous organisiez sur Zoom pour que les personnes enfermées puissent se retrouver et danser. Et je garde de ces soirées un souvenir extatique. Je me souviens d'une sensation incroyable de lâcher prise et de la reconnaissance que j'avais envers vous, d'avoir eu le courage et la créativité de proposer pareille expérience en pareilles circonstances. Alors commençons par là, Barbara Butch. Pourquoi c'est important pour vous de faire danser les gens ? Alors déjà, merci de m'inviter dans le podcast, je suis trop contente d'être là. Pourquoi c'était si important à l'époque ou c'est important encore aujourd'hui ? Eh bien les deux. Les deux. En fait, c'était très important à l'époque parce que moi j'étais toute seule chez moi
Et je me disais que je devais certainement pas être la seule. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument malgré la distance, qu'on crée du lien les uns des autres. Et donc, l'idée m'est venue le jour de mon anniversaire, parce que c'était le 17 mars, où j'ai fait un live Instagram et où je passais de la musique, où j'ai soufflé mes bougies avec les followers. Et en fait, je me disais que ce serait vachement plus sympa de voir les gens danser quand même. Donc, aidée de mes amis Axel et Matt, qui eux s'occupaient vraiment de la partie vidéo, à mettre tous les gens en vedette sur Zoom. On a mis la partie chez moi en place et ça a donné un truc incroyable parce que c'était toutes les semaines de plus en plus de personnes, les soirées de plus en plus longues et une communauté vraiment qui s'est créée, des rencontres qui se sont faites, des demandes en mariage qui ont eu lieu, des bébés qui ont été conçus. C'est vrai. Ouais, on a presque eu droit à un live à un moment. Un accouchement live. Pas un accouchement, mais une procréation live. Oh. Ouais, non, c'était donc voilà, non mais c'était et puis c'était assez incroyable de voir ce public mélangé quoi, c'est-à-dire que il y avait autant de familles hétérosexuelles que de personnalités comme des drag queens, des personnes qui réunissaient toute la communauté LGBT. Et donc, c'était génial de voir que tout le monde était ensemble. Puis, il y avait aussi plein de personnes qu'on n'a pas l'occasion de voir en soirée, comme des personnes qui ont des handicaps, visibles ou invisibles. Mais le fait que, en fait, chacun soit chez soi, donc dans un espace safe, fait que c'était vraiment accessible. Et malheureusement, aujourd'hui... vraiment, avec le recul, je me dis que ce qui s'est passé là pourrait pas se passer vraiment dans la réalité. Parce que les espaces sont toujours pas accessibles à tout le monde, que ce soit financièrement ou même en termes d'infrastructures pour les personnes à mobilité réduite, par exemple. Même moi, parfois, j'ai du mal à aller dans certains endroits. Donc, je mixe pas dans certains lieux qui ne me sont pas accessibles parce que les platines sont hyper étroites, des choses comme ça. Et donc, voilà, donc c'est le truc que je trouve dommage, mais en tout cas, c'était une belle parenthèse. En fait, ça a prouvé un peu au monde qu'on peut être unis malgré nos différences et surtout grâce à la danse et au dance floor. Mais alors, il se passe quoi sur le dance floor? Parce qu'il y a vraiment une magie quand vous opérez. Pour être allé à des soirées où vous passiez des disques ou alors avoir assisté à... Vraiment, je les ai tous fait, les soirées sur Zoom. Il y a un truc magique alors que vous passez des titres. La plupart, on les connaît en plus. Ouais. Vous passez beaucoup de tubes, des choses qui sont très populaires. Mais on peut pas s'empêcher d'avoir envie de danser quand c'est vous. Il y a quelque chose en plus quand même. Alors, il paraît. Moi, en fait... tout ce que je fais, j'essaye de le faire avec le plus de sincérité et d'amour possible. Donc, tous les morceaux que je choisis de passer, c'est des morceaux que j'aime vraiment. Et donc, forcément, comme je les aime vraiment, je pense que ça se voit sur mon visage et les gens ont certainement envie de me rejoindre sur le dance floor. Après, en fait, par exemple, la patchole, donc la soirée dont vous parliez que j'organise au Rosa Bonheur, c'est une soirée où c'est ma soirée récréative, c'est-à-dire que je viens habillée vraiment en cagole et avec beaucoup de fierté d'incarner le sud de la France, si peu représenté à Paris. Et du coup, et là c'est vraiment, j'ai passé de la musique que des années 90, 2000, que des morceaux sur lesquels on va se retrouver, on va chanter, on va danser, et vraiment sans honte. C'est-à-dire que tous les morceaux qu'on considère, qu'on appelle souvent d'ailleurs les morceaux de la honte, deviennent des morceaux fédérateurs qui font partie de l'inconscient collectif et que tout le monde adore, mais c'est hyper assumé. Les plaisirs coupables, en fait. Les plaisirs coupables deviennent plus coupables et sont hyper assumés, et du coup, ça crée une ambiance assez incroyable. Et d'ailleurs... j'ai écrit une chanson là qui sort aussi, qui s'appelle Patchole, que je n'ai pas écrit, qu'on m'a écrit, que j'interprète. C'est Mark Weld qui l'a écrit et que j'interprète et que là je vais présenter et qui va sortir là dans très peu de temps, début décembre, sûr. Alors, je veux qu'on insiste sur cette idée
absolument incroyable que vous venez de soulever, c'est-à-dire que le fait de danser libère de la honte, et que la honte, on sait que c'est un enjeu tellement politique sur les questions féministes, antiracistes, donc vraiment, mon cerveau a explosé il y a 2 secondes, merci pour ça. Et on va faire effectivement un point, parce que donc là, il y a Muy lesbienne qui vient de sortir, qui est un titre qu'on peut écouter, qui est déjà sur toutes les plateformes de streaming, que j'ai écouté 800 fois et qui fait danser, mais vraiment, on n'a pas le choix quand on met les premières notes. Et il va faire partie d'un EP qui va sortir en décembre. Exactement. Normalement, mi-décembre, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, ça devrait être mi-décembre. Donc, il y aura quoi, 4 titres? Donc Patchol va être le prochain. Alors non, parce que Patchol, c'est à part. Okay. C'est comme la Noche Vita. Donc, la Noche Vita, c'est le premier titre que j'ai sorti. Et en fait, celui-là, il a vraiment... il est sorti en juin. Mais en fait, ça faisait un moment que je l'avais enregistré. Et celui-là a vraiment symbolisé tout ce qui s'est passé pendant les soirées Zoom pendant le confinement. Donc, c'est vraiment la Noche Vita, c'est une famille. Et il y a plein de petites phrases comme ça, choc, bébé calme-toi, prends un ginto, je monte le son, j'éteins leur voix. Et donc ça, je l'ai coécrit avec Raphaël Siofi. Et donc, Muy lesbienne, c'est le morceau qui sera sur l'EP et le titre phare. Et donc là, on est vraiment sur une production plus house music, c'est ce que je fais quand je mixe dans des festivals, des trucs comme ça. Et la Patchol, c'est vraiment... ça fait partie de la Noche Vita. En fait, moi, je me dédouble un peu dans le truc d'interprétation et aussi dans mon rôle de productrice qui est plus dans la house et tout ça. Et donc, arriver à faire un mélange comme ça de mes 2 univers, donc qui sont et Patchol et en même temps hyper house music, quoi. C'est intéressant quand même cette histoire de dédoublement parce qu'on sait jamais si on doit vous appeler Leslie ou Barbara, par exemple. Moi, avant l'enregistrement, j'étais en train de m'embrouiller. Est-ce qu'il y a une partie qui est plus Leslie, une partie qui est plus Barbara? En fait, ma partie personnelle, c'est plus Leslie. C'est-à-dire que je sais que les gens qui m'appellent Leslie, en général, c'est des gens avec qui je suis intime, enfin plus intime, que je connais personnellement, qui est à la maison et tout ça. Et Barbara, c'est vraiment... mais c'est aussi ma personnalité, parce que ça fait plus de 20 ans que je m'appelle Barbara. Donc, mais Barbara, je pense que c'est la version un peu moins timide de Leslie. Pas mal. Je voudrais quand même qu'on parle, avant de partir un peu en arrière, de parler de votre enfance, de votre parcours qui est passionnant à plein d'endroits. Donc, Muy lesbienne vient de sortir. Pour rappeler la petite histoire, les personnes qui ont vu Drag Race France doivent savoir d'où ça vient. Vous étiez jury dans l'émission, cette incroyable émission qui couronne les drag queens françaises. Nicky Doll vous a demandé hablas espagnol et vous avez répondu Muy bien, muy lesbienne. Non, mais alors, c'est tellement cette phrase, cette catchline, moi, j'arrête pas de la dire depuis. Ouais, j'ai vu dans vos stories. Et évidemment, avoir sorti un titre qui s'appelle Muy lesbienne, fallait y penser, mais ça ne plaît pas aux algorithmes et aux réseaux sociaux. Ouais, alors ça plaît pas. En fait, le souci, c'est que j'ai toujours eu des problèmes avec Instagram, avec les réseaux sociaux, où d'abord en 2020, ça a été... Puis même avant, ça faisait quand même 2-3 ans que je dénonçais ce qui se passait sur les réseaux quant à l'algorithme grossophobe d'Instagram et Facebook, enfin de Meta, quoi. Et donc, je pensais que, bon, voilà, tout ça, c'était un peu derrière moi et que j'avais pas besoin d'être, encore une fois, un étendard d'une lutte ou je sais pas, parce que ça fatigue quand même. Ouais. Et ouais, donc j'ai sorti mon titre, Muy lesbienne, et en fait, je suis complètement invisibilisée sur les réseaux sociaux et puis même, ne serait-ce que la pochette qui a été illustrée par Larata, qui est une super illustratrice et tatoueuse, et qui a notamment illustré l'oracle rock de Virginie Despentes. Et donc, qui a fait donc cette image, donc c'est un dessin et qui est considéré par les algorithmes comme un dessin à caractère pornographique. Parce qu'il y a marqué lesbienne dessus. Parce qu'il y a écrit lesbienne dessus. Et donc voilà, donc là, toutes mes photos sont masquées, ou bien, voilà, j'ai reçu là des menaces de fermeture de mon compte encore aujourd'hui. Et c'est vraiment pas dû à des signalements. C'est vraiment Instagram, c'est l'algorithme. Donc
le mot lesbienne n'est pas vraiment fait en sorte que ça invisibilise. Et c'est pas que sur les réseaux, c'est-à-dire que même à la sortie, donc le distributeur nous a dit qu'il y avait un problème avec le mot lesbienne et que c'est pour ça que ça dépassait pas un certain seuil. Donc là, par exemple, on sort une version extended qui va s'appeler Muy Bien pour voir comment... Ah bah, ça va probablement tout changer. Mais Ben- après, c'est important de rappeler que il y avait une étude qui était sortie, je crois, en 2018. Quand on met lesbienne dans Google, ce qui sort, c'est du YouPorn. Bah, c'est ça. Donc j'imagine que pour les Exactement. IA qui gèrent les hashtags et les mots, en fait, bah, pour elles, Exactement, lesbienne, mais ça veut dire porno, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment... que c'est important d'utiliser ce mot Ouais. et de se le réapproprier. Parce que là, en fait, on peut pas... Enfin, déjà que les lesbiennes, en général, sont invisibilisées dans la société, dans les médias. Voilà, on dit jamais un couple de lesbiennes, on dit machin et sa meilleure amie ou sa très bonne amie. Enfin bon, c'est vraiment... c'est toujours un peu... On dit une femme avec une femme. Une femme avec une femme, voilà. Et donc, je pense que c'est hyper important de se le réapproprier. Moi, j'étais pas fan du mot lesbienne à la base. J'ai toujours utilisé le mot Gwyn. Et parce que je trouvais beaucoup plus politique et tout ça. Et en vrai, le mot lesbienne l'est tout autant. Et c'est aussi la raison pour laquelle oui bien, oui lesbienne, quoi. Totalement. Et c'est pour ça que vous avez écrit lesbienne en strass sur des énormes ciseaux. Des ciseaux, bah ouais. Alors ça, pour les gens qui ont la ref des ciseaux, pour les autres, tant pis. Ben, exactement. Mais je pense qu'en fait, tout le monde a un peu la ref des ciseaux parce que c'est la première question qu'on pose à des lesbiennes. C'est alors, vous faites les ciseaux Bah non, parce que en fait, c'est pas du tout pratique. Et puis en plus, c'est vraiment inconfortable. Et puis il faut être méga souple. Enfin, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais du coup, il y a les ciseaux en référence à, à la culture pornographique lesbienne. Et en même temps, les ciseaux, on sait ce qu'on peut en faire avec le patriarcat. Donc, c'est quand même sympa comme symbole. Quick. Exactement. Barbara, on va revenir un peu en arrière maintenant. Vous avez grandi à Paris. Je crois que vous avez d'ailleurs toute une lignée de femmes parisiennes derrière vous, très chic, dans le 7e, près de la Tour Eiffel. C'était comment de grandir dans le 7e ? Alors en fait, mon père est d'origine marocaine. Et lui, quand il arrive en France, donc après avoir épousé ma mère, il voulait absolument habiter à côté de la Tour Eiffel. Vraiment, il parle comme ça, mon père. Il parle toujours comme ça, d'ailleurs. Et donc c'est la raison pour laquelle on s'est retrouvés dans le 7e arrondissement, parce que lui, il voulait être là, enfin, à côté de la Tour Eiffel, pouvoir dire à sa famille j'habite à Paris, à côté de la Tour Eiffel. Donc on habitait là, mais vraiment dans un tout petit appartement avec mon frère et mes parents. Et c'était assez étrange de grandir dans le 7e parce que c'était un environnement très blanc bourgeois, alors que nous, on l'était pas du tout. Donc, et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que dès l'enfance, mes meilleurs amis, c'était que les fils de gardiens. Et en fait, c'est très bizarre comment, même quand on est enfant, on arrive à se reconnaître socialement, alors qu'on n'a pas forcément ces notions de classe sociale et tout ça quand on est enfant. Et finalement, en fait, il y a un truc qui fait qu'on se reconnaît entre nous. Donc voilà, c'était très étrange de se retrouver comme ça. Un peu en infiltré chez les riches ? Ouais, exactement. Enfin, parfois, j'allais chez des copines qui fêtaient leurs anniversaires, et leur chambre faisait la taille de notre appart, quoi. Enfin, c'était assez hallucinant. Et donc, j'arrivais pas trop à comprendre cette différence. Et puis, il y avait ce truc aussi, parce qu'étant juive, j'étais la juive de la classe, quoi. Et c'était très bizarre parce que c'était pas un truc dont on parlait à la maison, le fait que tout le temps de la judéité, en tout cas quand j'étais enfant. Et je comprenais pas ce truc de ok, donc je suis la juive, et puis là il y a mon copain Eric, c'est le rebeu, et mon copain chilien Mario. Enfin bon, c'était vraiment c'était très bizarre. Enfin, on était un peu vraiment ce petit groupe
de gens qui étaient toujours un peu regardés de haut. Vous dites que la judéité n'était pas forcément abordée chez vous, mais j'ai quand même lu que vous aviez reçu une éducation religieuse, vous avez appris à parler yiddish, vous faisiez même partie, j'ai entendu, des éclaireuses. Ouais. Ça, c'est fou. Mais quand alors, même. en fait, le truc, c'est que donc nous, quand on était petits, je veux dire, on a grandi dans le judaïsme, c'est-à-dire qu'on faisait les grandes fêtes et tout ça, et puis aussi on est des rescapés de la Shoah, donc je dis on m'incluant dedans parce que finalement, en tant qu'héritière, je le suis tout autant. Vos grands-parents Mon grand-père était à Auschwitz et toute la famille de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère que j'ai eu jusqu'à mes 26 ans. Et donc voilà, ça a toujours fait partie de nous, mais on a en fait on n'a jamais eu on faisait pas le Shabbat à la maison, donc bon, je connaissais vraiment que les grandes fêtes, c'est-à-dire le jour du grand pardon, le Nouvel An, tout ça. Et en fait, quand vraiment ma mère a pris conscience qu'il y avait une espèce de différence, à l'école, en fait, il y avait un truc où on me ramenait toujours à ma judaïté. En fait, elle s'est dit que peut-être que le meilleur moyen de me confronter à ça et de retrouver des gens qui me ressemblent, ce serait de me mettre dans un mouvement de jeunesse juif. Donc donc elle m'a inscrit aux éclaireurs israélites de France et c'était génial parce que d'un coup, déjà, je faisais connaissance avec des gens qui avaient, disons, un niveau de pratique religieuse qui n'était pas forcément le même que le mien, donc plus haut, plus bas, enfin bon, voilà. Et en fait, il y avait toujours un équilibre qu'on appelait le minimum commun dans ce mouvement de jeunesse où on faisait des pratiques qui étaient accessibles à tout le monde. Et ça m'a ouvert l'esprit sur mon histoire, sur l'histoire du judaïsme et sur aussi l'ouverture aux autres, le rapport aussi avec la nature. Enfin voilà, c'était génial. C'était les scouts. Mais oui, c'est ça, c'était les scouts. C'était génial. Je vous ai entendu dans un podcast en parler assez longuement et j'étais fascinée parce que, en plus, quand on réfléchit en termes de genre, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que dans ce genre d'activité, on transmet en fait l'orientation, la survie, dormir en plein air, se démerder tout seul. Et c'est des choses qui sont traditionnellement plutôt transmises aux garçons qu'aux filles. Ouais. Et en plus, j'ai entendu que chez les éclaireurs israélites, c'était mixte. Ah ouais, c'est contrairement mixte. aux scouts où les filles et garçons sont séparés. Ouais, non, c'est complètement mixte et vraiment tout le monde au même niveau, quoi. Ça a dû être hyper formateur, ça a dû vachement vous modeler, en fait. Ouais, c'était hyper formateur parce que, en fait, il y avait vraiment pas de différence Enfin, on avait vraiment les mêmes épreuves, les mêmes... En fait, tout ce qui nous liait était... En tout cas, il y avait une espèce d'égalité... filles-garçons qui était assez incroyable. C'était des chefs d'équipe, filles, garçons. Enfin, c'était vraiment... il y avait juste dans les tentes où on était séparés en fonction du genre. Mais non, c'était assez incroyable. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, on savait déjà qu'il y avait une différence entre les scouts qu'on pouvait croiser lors d'événements ou espèces de réunions. Dans la forêt, moi j'imagine. Non, il y avait des espèces de réunions de tous les mouvements scouts en France. Et c'est vrai que le fait que les éclaireurs israélites de France étaient un mouvement mixte fait quand même vachement la différence. Ouais. Vous avez parlé rapidement de cette arrière-grand-mère. Ouais. Je crois qu'il y a eu un rôle très important dans votre vie. Bah ouais, complètement. C'est pas banal, en plus d'avoir son arrière-grand-mère jusqu'à l'âge adulte, comme vous l'avez eu. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis ? En fait, mon arrière-grand-mère, elle m'a vraiment transmis l'amour en général. L'amour de soi, l'amour des autres, la confiance et surtout l'autodérision. Enfin, vraiment ce qu'on appelle l'humour juif. Donc beaucoup d'autodérision et beaucoup d'espoir aussi. Et ça, c'est hyper important, surtout qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. Et donc, c'est des valeurs auxquelles je m'accroche et que j'essaie de transmettre autour de moi. Et dans tout ce que je fais, elle est toujours un peu là. Je me suis aussi interrogée parce que souvent, quand je reçois dans la poudre des petites filles
de personnes qui ont été déportées pendant la Seconde Guerre mondiale. On sent qu'il y a ce saut générationnel qui a dû être fait, où il y a eu un silence entre les grands-parents et les parents. Et la petite fille se retrouve en fait en charge de démêler le trauma. Et là, je me suis dit, cette transmission qui va sur 3 générations, elle doit avoir une qualité encore plus forte. Ouais, bah en fait, nous, c'est vraiment un sujet dont on a toujours parlé. Il n'y a jamais eu de non-dit là-dessus. Et puis, en fait, c'était assez étrange. Mais par exemple, quand mon arrière-grand-mère, ou même ma grand-mère, qui était enfant à l'époque, nous raconte comment ça se passait, en fait, il y avait souvent beaucoup d'anecdotes hyper drôles. Des trucs un peu absurdes, mais qui en fait sont hyper graves, mais hyper absurdes. Et je pense que c'est ça qui fait partie aussi de la transmission. C'est comment arriver dans des situations comme ça extrêmes, où on doit se cacher, où on doit survivre et tout ça. Comment arriver à se créer malgré tout des souvenirs positifs de ces expériences traumatisantes. Et je pense que ça, c'est vraiment une force qui nous est souvent transmise, au-delà des traumas que ça implique intergénérationnels. Quelle école. Il y a vraiment ce truc de la force de ce qu'on y trouve et de qu'est-ce qu'on peut créer de positif autour de ça. Ça me fait penser à Marceline Loridan. J'adorais quand on voyait toujours faire des blagues. C'est vrai, Elle pouvait raconter les camps en faisant des blagues, quoi. Ouais. Et c'est assez extraordinaire d'assister à ça. Ah non, on n'a pas parlé de musique. Je voulais absolument parler de musique avec vous, parce que dans votre enfance, la musique, elle arrive très tôt. Ouais. Et je crois même que quand vous étiez toute petite, vous aviez décidé de devenir saxophoniste professionnel. Je voudrais en savoir plus. Je disais de jazz professionnel. Alors qu'on n'écoutait pas du tout du jazz à la maison. C'était trop bizarre. Non, puis le saxophone. Enfin, je veux dire, quel instrument bizarre. C'est vraiment impossible à maîtriser. Ça fait un son très étrange. Pourquoi ? Je sais pas, mais en fait, en plus, c'est fou parce que je disais à ma mère, je disais à tout le monde, hein, mais moi, je veux être saxophoniste de jazz professionnel parce que... Et j'avais une espèce d'ambition super féministe sans le savoir, hein. Mais c'était, mais vous imaginez une femme qui joue du saxophone, mais ça c'est incroyable et tout ça. Et vraiment j'avais genre 7 ans et je ne sais pas d'où ça me vient. Et en fait je me dis, moi je crois un peu en la réincarnation et je me dis peut-être que dans une vie antérieure j'ai été saxophoniste et qu'il fallait que je poursuive dans cette vie-là ce métier quoi. Que j'ai dû faire dans l'enfance. Et il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai fait des recherches pour savoir à peu près qui est mort au même moment et tout ça que moi. Parce que je me disais, c'est trop bizarre à quel point c'était vraiment intense et comment, en fait, à 6 ans, je pouvais employer de tels mots puis avoir cette envie du saxophone, quoi. De je veux dire, quand on est enfant, on a envie de jouer du piano à la limite, ou du violon, ou de la guitare. Ouais, voilà, mais bon, du saxophone, c'est quand même... Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une Leslie qui était décédée très peu avant que je vienne au monde et qui était saxophoniste. Dans quel coin du monde ? Et qui était, je crois, qui était aux États-Unis, quoi. C'est ouf. Et c'était assez incroyable. Et ça m'a un peu fait flipper quand même. C'est assez incroyable, ouais. Mais du coup, j'ai pas été au bout de ce rêve. J'ai fait du saxophone, mais j'ai pas été au bout de ce rêve. Mais bon, maintenant... je suis malgré tout dans la musique, donc ça c'est cool. Mais oui, c'était peut-être ça justement, la façon d'être saxophoniste de jazz professionnel dans les années 2020, c'était de devenir DJ. Puis moi, vous êtes passé par le conservatoire, vous avez fait beaucoup de solfège et tout, et c'est des endroits qui sont très rigides, très traditionnels, ouais. Est-ce que c'est là un peu qu'est né votre premier sentiment d'injustice, cette envie de un peu tout envoyer péter là ? Ah ouais, non, c'était horrible. C'était insupportable. Je détestais ça. J'ai détesté le conservatoire, mais vraiment. Et surtout, j'ai détesté mon prof de saxo, vraiment, qui était odieux, qui était méprisant et qui... en fait, il avait ses petites préférées. C'était que des filles qui avaient des noms composés, genre Anne-Claire, Anne-Charlotte, ou des Domiti, voilà. Et moi, c'était très particulier ces cours parce que, en fait, on arrivait en avance pour voir les autres faire leurs cours de saxophone et je voyais toujours tout le monde pouvoir choisir son morceau. Alors ma petite Anne-Claire, genre vraiment Anne-Claire, c'est celle qui m'a le plus marqué, la pauvre. La pauvre, ça se trouve elle était trop gentille. C'était pas de sa faute et en fait, et moi qui me faisais
toujours engueuler, reprendre dès que je voulais avoir un peu dès que je prenais des initiatives ou tout ça. Et un jour, il a été tellement loin dans la manière dont il m'a agressée, quoi, verbalement, que j'ai décidé de plus jamais retoucher un saxophone. Et je n'ai plus jamais retouché un saxophone. C'est trop dommage. C'est horrible. Franchement, c'est trop triste. Je le déteste. Barbara Butch, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue? Je pense que je suis née femme et puis à un moment donné, je me suis posé des questions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi ce nom de scène, Barbara Butch. Parce que à l'époque, il n'y avait pas les mêmes questions de genre. Ça n'existait pas. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de mots pour définir la non-binarité. La meuf qui a 100 ans, quand même. Mais ouais, on a le même âge, Barbara, donc I feel you. Non, mais ouais, je me posais des questions. J'avais très envie d'être... même quand j'étais gamine, j'avais envie d'être un garçon. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie d'être un garçon pour avoir les privilèges des garçons. Et que c'était pas une envie qui était un besoin qui était ancré en moi. C'était juste une question de privilège du garçon, quoi. Donc je supportais pas, j'ai jamais supporté que les garçons quand j'étais petite et puis les hommes aujourd'hui aient plus de privilèges que moi. Donc à un moment, ouais, Barbara Butch, je me disais, bon, Butch, je vais jouer un peu sur le côté Butch, lesbienne, avec des traits un peu masculins. Butch, en vrai, vous êtes plus je le suis plus. Mais non, mais j'ai eu un très long moment où vraiment, je jouais dans les gens, j'avais les cheveux courts et tout ça. Heureusement, il n'y avait pas de téléphone avec des photos à la ça, j'aurais trop de photos affreuses qui sortiraient. Mais non, je jouais sur le genre comme ça. Et puis en fait, j'ai appris aussi à m'aimer, ce qui a fait que j'ai aimé la part féminine de moi et je l'aime de plus en plus. Trop bien. Dans la vingtaine, vous allez vous installer à Montpellier. Vous avez galéré quelques années à chercher un emploi dans la restauration et en fait vous vous heurtez à l'époque à la grossophobie du marché du travail et vous décidez, ça c'est quelque chose que j'ignorais à votre sujet, je trouve ça hyper courageux de monter votre propre restaurant. Je trouve que ça raconte quelque chose déjà de vous, quelque chose que je lis encore aujourd'hui dans votre combativité, dans votre façon de jamais rien lâcher, c'est-à-dire ah ouais on barre la route, je vais me faire ma propre route, c'est quoi le problème? C'est fatigant, mais c'est super fatigant. Oui, j'imagine. Même aujourd'hui, je veux dire, à 42 ans, il y a encore des endroits comme en musique où on me barre la route. Mais ouais, en fait, c'est la première fois que j'étais confrontée à la grossophobie, alors que j'étais vraiment pas aussi grosse qu'aujourd'hui. Donc je me dis, putain, ah ouais, c'était trash déjà à l'époque. Et en fait, ouais, non, je venais de la restauration, j'avais bossé à Paris, rue des Rosiers pendant longtemps, dans un grand restaurant de la rue des Rosiers. Et en fait, arrivé à Montpellier avec ma petite amie de l'époque, je décide de chercher un emploi et à chaque fois on me dit ah ben non, vous avez qu'à aller au McDo ou vous avez qu'à aller à Brioche Dorée. Et en fait, c'était que ça. Et je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve une solution. J'avais réussi à mettre de côté 5000 balles, ce qui est énorme en vrai. Et je me disais, ah bah ouais, je vais pouvoir ouvrir mon resto. En fait, on n'ouvre pas un restaurant avec 5000 euros. Et en fait, j'ai monté mon projet. Ma copine de l'époque, Claire, m'a aidé beaucoup avec ce projet. Et donc, j'ai, après 18 refus de banque, on a eu il y a eu une banquière qui a accepté le projet. Et surtout, en fait, le vendeur du fonds de commerce a accepté d'attendre aussi parce qu'il croyait vraiment en moi. Et donc, j'ai monté ce resto qui était hyper particulier. C'est là où j'ai commencé à mixer. Parce que j'ai un ami, Arnaud, qui était venu avec ses platines vinyles, qui les avait laissées le jour de l'inauguration et qui est venu les récupérer 6 mois après. Donc, plutôt que de les laisser comme ça, sans utilité, j'ai commencé à apprendre à mixer sur les vinyles dans le resto. Et donc il y avait des soirées, on faisait des grillades de feu de bois, à 22h on bougeait les tables et ça dansait sur des vinyles, les gens amenaient leurs vinyles pour que je les passe. Et donc c'était génial. Et à midi il y avait une clientèle qui était beaucoup plus d'une clientèle de bureau ou des techniciens des
de l'opéra qui était juste à côté de mon resto, de centre de danse. Et donc, je leur mettais plus de la musique, genre Pink Floyd, les Doors, des trucs comme ça. Et voilà, et c'était génial. Et ça a duré 3 ans et demi, mais je me suis retrouvée avec énormément de problèmes de voisinage, notamment dus à des... Enfin voilà, ils avaient toujours des propos homophobes. Enfin, je subissais de plein fouet la lesbophobie et l'homophobie. Jusqu'à même un jour où c'était le Pride Month, donc j'avais mis le drapeau de la Pride voilà, sur la porte du restaurant. Et il y a un mec qui l'a arraché et qui l'a cassé devant moi. Enfin bon, il y avait plein de trucs comme ça. Et donc, au bout d'un moment, on avait... Enfin voilà, j'en ai eu marre et j'ai revendu le fonds de commerce. Mais on voit bien dans ce que vous décrivez, l'enjeu aussi de la représentation et de la présence dans l'espace public et de l'occupation de l'espace. C'est quelque chose que vous revendiquez, que vous faites beaucoup, mais à quel point ça peut être aussi usant et Ouais, c'est usant, épuisant, vraiment. parce qu'il y a toujours l'adversité. Ben ouais, c'est usant parce qu'en fait, voilà, moi par exemple, j'ai envie de faire les choses sans que ce soit forcément des actes militants. Et finalement, ça l'est toujours, comme la sortie de Mouille lesbienne, où j'avais juste envie que ce soit quelque chose de joyeux, de fort, de beau. En plus, voilà, sur les photos que j'ai fait avec cette super photographe qui s'appelle Laetitia Bicard, où je suis torse nu, ça faisait un moment... Enfin, je suis torse nu, ouais, enfin, je veux dire, j'ai mon collier quand même. C'est vraiment les forceaux de bus, et ça faisait longtemps en plus que j'avais plus envie de poster des trucs où je montrais vraiment mon corps. J'avais dit que maintenant, ce serait que des photos de moi habillée et tout ça. Et en fait, j'étais tellement à l'aise et tout ça, et je me suis dit, bon, bah, ça va être beaucoup plus fort si je fais ces photos comme ça et que ce soit devenu... Enfin, d'un coup, plus du tout léger, ou voilà, il faut que je me batte juste pour faire sortir un son, c'est-à-dire juste une chanson qui doit être... Enfin, c'est un morceau qui est hyper léger, qui est hyper drôle et qu'on peut s'approprier très vite. En fait, ça devient un combat, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis fatiguée. J'aimerais bien que les gens autour prennent le relais, en fait. Ouais, mais il y en a. Ouais. Ouais, il y en a, C'est sûr heureusement. que tout ce que vous avez semé ces dernières années, c'est ce qu'il faut se dire. Bah, On est j'espère, obligé de se dire parce ça. que c'est vraiment... Je sais que c'est hyper difficile, mais en vrai... En fait, parfois, je me dis, j'ai envie de tout lâcher, et puis d'un coup, je rencontre quelqu'un qui va me faire prendre conscience que ce que j'ai fait, justement, ça a l'importance et qu'il faut que je continue. Justement, je voulais qu'on arrive à cette histoire de nudité, parce que c'est un aspect aussi qui est important dans votre militantisme. Je pense qu'il y a aussi pas mal de personnes qui écoutent le podcast qui se rappellent de cette couverture de Télérama que vous aviez faite, c'était en février 2020, où vous étiez vraiment... C'était même pas vous, Barbara Butch, c'était plus un article qui illustrait en fait un gros dossier sur la grossophobie, qui s'appelait « Pourquoi on rejette les gros ?» et c'était une photo magnifique, sur fond rouge, vous étiez nus, c'était vraiment une sublime photo. Ouais, mais c'était juste moi de profil, quoi. Et elle a été évidemment censurée par les réseaux sociaux. Ça a donné lieu à une grosse mobilisation. Il y a le hashtag Barbara Butch Challenge qui a été lancé avec le soutien de plein de féministes en France. Et c'était cool de voir aussi qu'on prenait conscience de cette grossophobie institutionnelle, structurelle. Mais voilà, je voulais raconter tout ça pour quand même revenir à cette histoire de nudité. Et j'ai vu que pour vous, s'était passé quelque chose politiquement le jour où vous avez passé un séjour sur l'île du Levant, qui est une île nudiste. Alors, c'est quoi le lien entre la nudité et la grossophobie ? Eh ben, en fait, j'étais quand même assez... Bon, enfin, moi, chez moi, je vis à poil et tout ça, mais c'est vrai que j'étais quand même assez pudique, c'est-à-dire que j'osais pas voilà, me mettre seins nus à la plage ou des trucs comme ça. C'est quelque chose que j'ai jamais osé faire, malgré le fait que je sois à l'aise avec mon corps. En tout cas, le regard des gens m'angoissait suffisamment pour que je ne le fasse pas à la plage. Et j'ai été invitée à jouer sur l'île du Levant, donc, qui est vraiment magnifique, qui est en face de Porquerolles. Et j'ai dit, en fait, je ne savais pas déjà que c'était une île naturiste. Je ne m'étais pas du tout renseignée. Et donc, j'étais assez surprise quand je suis arrivée, qu'on m'a accueillie juste en petit paréo,
un petit, ce qu'ils appellent le minimum, c'est vraiment un cache-sexe. Et j'ai fait, mais attends, je vais devoir mixer toute nue, c'est pas possible, moi je fais pas ça. Et en fait, ben, je pense qu'au bout d'une heure ou deux, j'étais à poil dans la maison, quoi. Enfin, avec d'autres gens qui dînaient et tout ça. Et donc c'était assez, ça m'a libérée. Puis ça m'a libérée de voir que, en vrai, on se ressemble tous, que c'est juste des corps et qu'on a vraiment tous nos différences et qu'on arrive, enfin, qu'en fait, les gens s'en foutent, quoi. Une fois qu'on est à poil, il y a plus de. En fait, il y a déjà, on sait plus qui sont les gens socialement. Donc ça, je pense que ça libère quelque chose. Et ouais, puis de se réapproprier son corps, par exemple, de nager à poil, c'est un truc. Il y a un espèce de sentiment de liberté qui est indescriptible. Donc, et en fait, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, bah, ok, mon corps gros et nu peut exister dans l'espace public. Et donc, c'est à ce moment-là où vraiment ça a réveillé quelque chose et que je me suis dit que c'est important de le montrer à d'autres personnes qui peuvent s'identifier à moi, enfin, dans le sens où, voilà, qui sont pas forcément à l'aise à cause de ce que la société leur dit. Enfin, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit d'exister et de prendre de la place quand on a un corps gros. Et là, c'est de leur dire, bah regardez, moi je le fais. Donc, si ça peut vous aider à le faire, faites-le. Allez sur l'île du Levant. Ouais, allez sur l'île du Levant. Il y a un roman, je ne sais pas si vous l'avez lu, de Sophie Fontanelle, qui s'appelle Capitale de la douceur. Ouais, je ne l'ai pas encore lu. Qui se passe sur l'île du Levant et elle fait le même constat que vous, notamment concernant aussi le fait de vieillir, le fait d'avoir les cheveux blancs, je ne sais pas quoi. Enfin, ouais. ça soulage de beaucoup de barrières intérieures, quoi. Ouais. D'ailleurs, cette nudité, vous l'avez aussi utilisée comme étendard politique. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai vu des images de vous sur les réseaux sociaux, vous étiez derrière vos platines, en soutif, avec marqué « Grosse Gouine ». C'était ça, hein, au marqueur noir sur la poitrine. Et alors, on dit souvent « retourner le stigmate », etc. Mais n'empêche qu'il faut le faire, il faut y aller vraiment. Où est-ce que vous avez trouvé cette envie et ce courage de le faire pour de vrai ? En fait, le truc, c'était juste une manière de stopper les haters dans leur élan. En fait, c'est de dire, ouais, bah, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi maintenant? Ok, c'est écrit sur moi, tu vas faire quoi? Et du coup, en fait, il y a un truc qui se... Vraiment, il y a... Enfin, ça arrête. Ça crée une espèce de barrière. Et en vrai, ça angoisse l'autre. Vraiment. Il n'y a plus rien à ajouter, quoi. Ouais, en fait, ça met les gens très mal à l'aise. Mais je sais que je l'avais vachement constaté une fois où j'étais allée mixer pour la fête de la musique à Montpellier, parce que je me rappelle très bien des regards et de ce qu'on m'a dit après. Et en fait, où j'étais en robe, tout ça, puis je voyais, je les voyais, les mecs qui étaient là, qui disaient, regarde, et tout ça. En fait, on les entend. C'est-à-dire que même si ils sont pas en train de le dire à mon oreille, je les entends, je les vois, je les sur les lèvres. Enfin, en fait, quand on est gros, on a tellement l'habitude de se faire insulter et de sentir les regards on les sent direct, on les voit et on les reconnaît direct. Et en fait, il y a toujours un moment où j'enlève ma robe, parce qu'il fait chaud. Et là où je sortais vraiment tout... Enfin voilà, il y avait écrit Grosse Gouine, et où en fait, où j'ai vu leur regard et puis la manière dont ils étaient interloqués. Et finalement, à la fin, ils sont venus s'excuser. Alors que oui. Je veux dire, on n'avait pas eu de discussion avant, qu'ils m'ont pas insulté vraiment en voyant, mais je pense qu'ils ont vu que j'ai vu. De leur pensée. Ouais, exactement. C'est beau. Et c'est hyper beau, et ça arrive quand même assez régulièrement. Et ça, c'est cool. Donc ça veut dire que ça a de l'importance d'avoir ce genre de... En fait, c'est-à-dire que moi, je le fais, mais toujours avec le sourire, avec beaucoup de... C'est-à-dire que je vais écrire Grosse Gouine ou d'autres mots. Et en fait, le fait de continuer de jouer comme s'ils n'étaient pas écrits, mais vraiment avec le sourire et vraiment dans l'amour, il y a un truc qui fait que de toute manière, les gens vont venir vers moi à la fin. Ah, mais c'est sacrément courageux. On reconnaît un peu dans cette volonté de détourner le harcèlement, la honte par l'humour, l'enseignement de votre arrière-grand-mère. Ouais, tout à fait.
En 2021, vous devenez l'image de Jean-Paul Gaultier pour le parfum Label Intense. Est-ce que ça a réparé quelque chose? Ouais, ça en fait, je me suis dit, ça a réparé plein de choses parce que je me suis dit en fait, là, pour moi, c'était vraiment une consécration, d'être, d'avoir cette visibilité, c'était déjà un début. Enfin, je dis un début, c'était énorme, mais ce que je veux dire, c'est que, bon, c'est pas non plus des campagnes, qui ont été, c'était une campagne virtuelle, c'est pas non plus des campagnes qui ont été, dans le métro et tout ça. Il y a pas encore, je veux dire, ils sont pas encore allés au bout de ce qu'ils peuvent faire. Mais c'était déjà énorme et très fort, pour moi d'être intégrée, dans ces campagnes, d'avoir eu, qui m'ait fait confiance aussi pour, voilà, pour, devenir, l'image de ce parfum. C'était quelque chose qui était très fort et puis, que j'ai pris avec aussi, beaucoup de fierté parce que c'était un début. C'est-à-dire que plus, en fait, on va voir de corps différents, dans les campagnes, de mode ou de luxe, de produits de luxe, plus ça va devenir quelque chose de normal, en fait. Et l'idée, c'est que ce soit plus, anecdotique, quoi. C'est que ce soit vraiment normal. Ouais, et pas opportuniste non plus. Exactement, parce que qu'en c'est fait, il y parfois a eu c'est une des espèce de one-shots, il y a eu une espèce d'ouverture, là, dans la mode, où on s'est dit: «Ah là là, ça y est, on va aller, ça va être plus inclusif et tout ça». Puis, en fait, on s'est rendu compte, aujourd'hui, qu'à la dernière Fashion Week, à Paris, il y avait 0,6% de personnes, plus size et plus size, Oui, c'est en 42, Fashion hein. Week, c'est 42, quoi. Donc il y a un gros retour en arrière. Donc je pense qu'il faut continuer à se battre et il faut continuer à dire que tous les corps existent. Mmh. Et d'ailleurs, en parlant de ça, vous avez, j'ai regardé là, le court-métrage de Marina Ziolkowski, Extra large, donc vous êtes l'actrice principale. C'est une sorte de conte de fées dystopique, on le trouve, sur internet, ça dure, 20 minutes, un quart d'heure, 20 Ouais. minutes. Et en fait, ça décrit, un ordre, patriarcal, qui impose aux femmes dont les corps ne correspondent pas aux normes, de se promener nues. L'accès aux boutiques de vêtements et aux clubs leur est interdit. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, on pouvait lire dans cette fable la métaphore de ce que vivent beaucoup d'autres personnes que les femmes grosses dans l'espace public. On peut penser aux pauvres, on peut penser aux handicapés, on peut penser aux femmes qui portent le voile, aux personnes queer. Est-ce que c'était quelque chose qui était aussi dans votre intention en jouant dans ce film, de montrer tous ces parallèles qu'on pouvait faire? Bien sûr. Qui a le droit, en fait, de se balader dans l'espace public, d'entrer dans les Exactement. lieux En de fait, luxe. ouais, c'est vraiment la liberté d'être, peu importe, peu importe à quoi on ressemble ou si on rentre pas dans les codes que nous dit la société, quoi. C'est le fait de prendre la liberté de le faire malgré tout. Mais bon, dans le film, on s'aperçoit que même en prenant liberté, ça lui coûte cher. Ça lui coûte cher, ouais. Ouais. Très beau ce petit film. Alors, il y a quelque chose qui vous a aidé parce que là, en vous écoutant, on se rend compte qu'il y a souvent l'adversité qui se dresse sur votre route et pourtant, il y a aussi un enchaînement de belles choses qui vous arrivent tout le temps et j'ai l'impression qu'il y a en fait souvent dans votre parcours des bonnes fées lesbiennes qui se penchent sur votre berceau. Je crois que c'est Sophie Morello qui est une organisatrice de soirée, une DJ hyper connue à Paris qui vous dit « Viens mixer à Rosa Bonheur ». Je crois que c'est Zouzou qui était la patronne du Pulp, qui vient bien souvent vient vous aider, vous soutenir, vous mettre en avant. Je crois qu'il y a Virginie Despentes aussi, puis la Rata, qui est sa compagne, qui vous aide régulièrement et qui vous soutiennent dans les moments difficiles et aussi dans les moments joyeux comme les sorties de titres. Vous devez quoi à cette communauté lesbienne? Eh ben, en fait, ça fait du bien de savoir qu'on a des soutiens. Après, c'est des personnes, c'est-à-dire que c'est pas, je pense que pour moi, c'est pas la communauté. C'est, encore une fois, c'est vraiment des personnes. Parce que du soutien, heureusement, je n'ai pas eu que par ces personnes-là, mais qui sont toutes ces femmes qui sont extraordinaires, mais aussi par la communauté gay aussi, masculine, qui m'a
énormément fait travailler au début. Quand j'ai commencé à mixer, j'ai vraiment plus joué dans des lieux gays que lesbiens. D'ailleurs, je suis jamais bookée dans la plus grosse soirée lesbienne de Paris. Donc je peux pas te dire que c'est la communauté qui m'a le plus soutenue en vrai. Ok, c'est important de le souligner. Mais en tout cas, moi, je ferais toujours tout pour soutenir la communauté lesbienne, notamment à travers ce titre ou ma prise de position. Mais c'est aussi une communauté, enfin, en tout cas, oui, plutôt que d'élargir à toutes les lesbiennes. En fait, c'est surtout des femmes fortes et Ouais. qui ont du tempérament, qui ont du caractère, qui ont une voix Ouais. et qui s'en servent pour faire ce qu'il y a de mieux dans le monde. Et je pense que c'est aussi des femmes comme Sophie Morello, Sophie Morello est une personne non-binaire, pardon, et Zouzou, c'est aussi des personnes qui ont vachement œuvré pour casser les codes de la nuit, qui sont des endroits, la nuit, c'est un endroit où, tout le monde le sait, on se fait mettre des mains au cul, on se fait parler mal, la misogynie y est à son paroxysme. Et heureusement, en fait, qu'il y a des personnes qui ont cherché à briser ces codes, et vous faites partie de ces personnes-là aussi. Ouais, mais en tout cas, le Rosa Bonheur, donc c'est Mimi et Zouzou. Et c'était vraiment, c'est vraiment un lieu où tout le monde est bienvenu et aussi où il y a une espèce de. Il y a aussi le besoin de créer du lien entre toutes les communautés. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la force de ces lieux-là, c'est que c'est pas non plus. On n'est pas. En fait, il y a pas de communautarisme, en fait. C'est vraiment, en tout cas, le Rosa Bonheur, début de Chaumont, c'est vraiment un lieu où tout le monde est bienvenu et ça fait hyper plaisir de savoir que ce lieu-là existe. Pour moi, c'est ma safe place. Après, ça peut ne pas l'être pour d'autres gens. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et je suis hyper heureuse d'avoir croisé la route de Zouzou et de la confiance qu'elle me fait. Maintenant, c'est-à-dire que la Patchouli, qui était ma soirée à la base, que j'avais montée dans un petit bar qui s'appelle La Jaja, le Jaja, je sais plus comment ça s'appelle. Et maintenant, c'est devenu notre soirée avec Zouzou au Rosa Bonheur. On est devenu vraiment un binôme. Et ouais, je pense que vraiment sans. Enfin, il y a plein de moments où je me dis que sans elle, je sais pas si j'aurais continué à jouer, à faire des soirées à Paris. Parce que moi, je vais souvent jouer en province parce que je me sens beaucoup plus près des gens. Je voulais qu'on parle d'âge. Ouais. Je trouve ça hyper intéressant comme sujet quand je rencontre une femme qui a le même âge que moi. Et je vous ai lu dire que vous êtes vraiment lancée comme DJ à 32 ans. Ouais. Et qu'à l'époque, vous vous sentiez déjà un peu vieille. Ouais. Et là, 10 ans plus tard, vous la vivez comment, votre quarantaine? Comment ça se passe? En fait, c'est pas ça, c'est que je mixais déjà. Mais c'est-à-dire qu'à 32 ans, j'étais vraiment revenue à Paris en 2013. 2012-2013, j'étais vraiment revenue à Paris parce que j'habitais à Montpellier. À Montpellier, je mixais sur les dernières années. Je vivais que de ça. Mais en arrivant à Paris, je savais pas du tout si j'allais pouvoir avoir une carrière. C'était pas trop mon objectif d'avoir une carrière de DJ à Paris en revenant parce que je me disais, voilà, c'est un milieu qui est quand même hyper fermé. Comment je vais arriver à faire ma place? Je connais personne. Enfin, je connaissais plus personne. Je connaissais pas le milieu de la nuit. Et puis finalement, j'ai fait des petites rencontres. Des petites rencontres qui m'ont amené à mixer dans des petits bars et finalement voilà, Sophie qui m'avait appelée pour qui avait entendu parler de moi et qui m'avait dit tu veux venir mixer une demi-heure au Rosa, et en fait ça a été le début de la carrière que j'ai aujourd'hui, quoi. Mais c'était vraiment à la base, je savais pas du tout, je me disais à 32 ans est-ce que c'est possible? Et puis, la preuve que c'est possible, et même à 42, de se mettre à chanter et faire des productions. Mais parce qu'en fait, je me suis toujours dit, je vois pas pourquoi l'âge serait un frein. Enfin, ça l'est, ça c'est sûr. Je le vois dans mon quotidien. Enfin, que c'est beaucoup plus dur que si j'avais fait tout ça à 20, 25 ans.
Mais je vois pas pourquoi je m'arrêterais. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'on est des femmes qu'on a des dates de péremption, quoi. Et surtout dans la musique. Donc, enfin, je veux dire, la musique, on peut en faire tout le temps, peu importe l'âge. Et puis, il y avait un truc aussi, c'est-à-dire que, en fait, dans les années 80, on voyait des chanteurs et des chanteuses qui ressemblent pas du tout au code d'aujourd'hui. Je parle physiquement, hein. Mais et j'aimerais bien en fait qu'il y ait un espèce de retour à ça, à cette légèreté des années 80, des paroles hyper. Bah d'ailleurs, c'est les chansons qui sont les plus chantées en France, c'est les chansons des années 80, c'est pas pour rien. Mais donc vachement plus légères, hyper fun. Et puis avec voilà des personnalités, quoi. En fait, c'était que des gens qui incarnaient des chansons à des moments donnés. Et c'est que des tubes. Aujourd'hui, en fait, on est sur des trucs hyper marketés. Enfin, Ouais. la musique, c'est le capitalisme. Donc voilà, moi, je suis pas trop un produit du marketing, mais j'essaye de le faire à ma façon. De devenir mon propre produit marketing. C'est trop bien. Non, mais ça fait du bien. Moi, je suis toujours hyper décomplexée et rassérénée quand je vous vois dans votre quarantaine, hyper flamboyante à Drag Race France, voilà, se lancer dans une carrière de chanteuse et Mais tout. non, mais parce que on a le même âge avec Barbara. Mais non, Moi mais aussi, parce que je suis en fraîche. fait, notre vie, elle s'arrête pas là. Je veux dire, on a le droit à 40 ans passés, d'avoir encore des rêves, des objectifs, des ambitions. Enfin, heureusement. Après, c'est vrai que l'engouement, l'intensité comment dire, la légèreté et l'insouciance, seront bien moins présentes qu'à la vingtaine. Mais c'est encore hyper important d'avoir des rêves. Moi, je rêve là. Moi, j'ai encore un rêve, c'est d'avoir un booker ou un tourneur. J'en ai toujours pas. Ou une maison de disques. Le message est passé. Le message est passé. Je cherche un tourneur, un booker et une maison de disques, si c'est possible. Il y a plusieurs endroits où vous m'inspirez. Enfin, voilà, j'ai toujours aimé vous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il y a quelque chose de très authentique, en fait, et de très transparent dans votre façon de partager avec votre audience. J'adore quand vous parlez d'amour. Vraiment, moi, je vous envie votre histoire d'amour avec Camille, qu'on embrasse. Et je trouve aussi hyper important la façon dont vous vous ouvrez très souvent sur la santé mentale. Ouais. Et franchement, c'est quelque chose qu'encore trop peu de gens font, d'admettre. Là, je suis en burn-out, là, je suis en dépression, là, je suis pas bien, là, j'ai envie de pleurer, là, j'ai envie de me cacher, là, ça va mieux. Pourquoi vous avez trouvé important d'en parler ? Parce que j'avais jamais vu personne en parler. Et donc, je me disais que, si personne en parlait, il fallait que j'en parle, parce que peut-être que ça ferait du bien à des gens, parce que j'aurais bien aimé voir des gens en parler avant. Donc, c'est toujours, en fait, c'est souvent quelque chose que je me dis dans tout ce que je fais. C'est si j'ai pas vu des gens le faire avant, c'est à moi de le faire. Et donc voilà, et puis c'est important, en fait, les réseaux sociaux nous font croire que tout le monde est en super forme, que c'est génial. On voit tous ces influenceurs, toutes ces influenceuses avec ces tonnes de cadeaux qu'ils reçoivent. Et donc, on a l'impression qu'ils ont une vie parfaite et qu'ils sont dans les soirées, dans les machins et tout ça. Puis c'est parce que c'est des choses qui nous sont pas accessibles. Enfin, moi, je m'inclus dedans parce que j'ai pas du tout accès à ces trucs-là. Mais et en fait, chacun vit avec des névroses, avec des moments de down. Et puis en fait, il y a cette pression sociale d'avoir des Instagram parfaits, des comptes parfaits qui font rêver et tout ça. Alors que la réalité, elle est tout autre. En tout cas, la mienne, elle est autre. Et quand elle n'est pas dans le rêve et dans la vie parfaite, je le dis, quoi. Je le dis, aujourd'hui, c'est difficile. J'ai plus la force. Machin, j'ai besoin d'aide. Je me suis fait aider. Machin et tout ça. Parce que, en fait, c'est important aussi que les gens comprennent que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Et que en fait tout le monde a des moments de down, de faiblesse, et que on a toujours la possibilité de trouver de l'aide. Et ça vous a aidé de partager tout ça ? Ça m'a aidé, ouais, je pense qu'à certains moments, ça m'a enlevé d'un poids social. Et qui fait que, voilà, encore une fois, moi, je suis je partage beaucoup d'amour, j'essaye d'être solaire, mais parfois, c'est important aussi de dire que je suis éteinte
pour pas faire espérer aux gens de trouver de la lumière à un endroit où ils en trouveront plus. Mais c'est difficile de le dire, mais... Bah, surtout que j'imagine qu'il y a une injonction à la joie Tout le d'autant temps. plus forte. Déjà, quand on est une femme, En plus, quand on est une femme qui fait des fêtes, des soirées, encore plus. Souvent, il y a aussi cette idée qu'on va trouver de la joie, et de la bonhomie et de l'humour chez les personnes grosses. Un des clichés grossophobes les plus violents. Donc j'imagine que oui, il y a un enjeu quand même assez fort pour vous de pouvoir dire bah non, en fait, parfois je pleure. Ben, en fait, ouais. Et puis, c'est surtout dire aux gens, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent m'écrire parce qu'ils ont besoin de réconfort et je suis toujours là pour répondre. Enfin, je réponds vraiment à tout le monde. Chaque message que je reçois, j'y réponds et j'essaye d'être là un maximum. Et c'est aussi prévenir les gens que là, je suis pas dans le mood, j'ai pas la force, j'ai pas les épaules pour prendre leur expérience. Mais que, enfin voilà, je reste là, mais que là, pour le moment, c'est pas possible. Et c'est important de mettre aussi des limites. Oui. Et que je fais aussi dans la vie privée, voilà, avec des amis ou par exemple, même des gens qui le sont plus, du coup. Ouais, c'est important, ça fait partie aussi de la santé mentale. Ouais. D'ailleurs, en parlant de limites, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ? Est-ce que j'ai accès à ma chambre à moi ? Ouais. Ouais. Parce que je me l'autorise. Et parce que j'en ai besoin. En fait, moi, j'ai vraiment... j'ai besoin d'avoir mes moments de solitude. Et j'ai la chance d'avoir une partenaire qui comprend ces besoins-là et qui me laisse complètement l'espace pour être seule quand j'en ai besoin. Parce que j'ai vraiment, en fait... Le fait d'être dans un métier aussi qui me demande... Enfin, ça prend beaucoup d'énergie quand même d'être face à des foules comme ça de 2000 personnes. Et en fait, quand il y a trop d'intensité dans ces moments-là, après des DJ sets ou des trucs comme ça, j'ai besoin des moments où où je me retrouve un peu, où je passe 48 heures dans mon lit à rien faire. Et j'ai la chance de ne pas avoir une copine qui me fout trop la pression à me dire allez, bouge-toi. J'ai vraiment besoin de me retrouver. Et puis j'ai aussi une super thérapeute qui m'aide à aller dans ma chambre, qui est invitée de temps en temps. Barbara Butch, ça évoque quoi pour vous, la poudre ? La poudre, qu'est-ce que ça évoque ? Moi, ça évoque que de la légèreté. Voilà. La légèreté, la fluidité, On parle du podcast ou le mot, si je vous dis le mot, la poudre. Ouais, mais non, moi, c'est ça. C'est le fait d'être... de pouvoir être comme ça, complètement dispersé, un peu comme une pluie de paillettes, et en même temps de pouvoir toujours réunir la poudre comme une boule de solidarité. Petite poudre compacte. Exactement. Merci beaucoup, Barbara. Merci à vous. Merci à Barbara Butch d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast de Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. À la production, Marie-Laurence Chéry, assistée de Josia Rabaron. À la prise de son, au montage et au mixage, Marion Emery. Le générique est une création de Marion Emery et Lorraine Bastide sur une idée originale d'Aurore Mailleux et une musique de Bonnie Banane. Vous pouvez retrouver La Poudre sur les réseaux sociaux et nous y faire tous vos retours. Les livres associés à chaque épisode sont rassemblés sous le hashtag La Poudre lit. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et surtout, continuez de faire parler la poudre.